on regarde tout dans la même direction. Pas avec les mêmes lunettes, ça c'est important, parce que ça c'est un concept pour moi fondamental dans le leadership, mais on regarde toutes et tous dans la même direction. Imagine un monde où les femmes occupent les plus hautes sphères du pouvoir sans que cela ne soit une exception. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui lève le voile des coulisses de ce fameux monde. Dans chaque épisode, nous te proposons des rencontres intimes où l'on décrypte les codes du leadership en tant que femme. Que tu sois une femme en quête d'inspiration, un homme souhaitant devenir un allié plus engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, prépare-toi désormais à être inspiré, à repousser tes propres limites et à recevoir des conseils précieux. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage ce podcast avec tes proches. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café et plongeons ensemble dans une discussion riche et inspirante. Bienvenue dans le podcast Beyond the Role. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Barbara Sessa, qui est Senior VP Digital Consumer Product à Mastercard. C'est du coup sur tout le secteur Europe, c'est bien ça? Tout à fait, c'est bien ça. Oui. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Et merci à toi pour l'invite. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. De même, merci beaucoup. On va parler de ton parcours. Tu es italienne, tu es en France depuis 15 ans et tu commences petit à petit, on le disait avant le podcast, à te sentir de plus en plus française. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va surtout parler de la partie leadership de ton parcours. On va attendre et entendre surtout plein de conseils de ta part, des expériences peut-être que tu auras vécues, qui t'auront appris des choses et qui vont partager et inspirer les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. J'aime bien dire auditeurs et auditrices parce que maintenant qu'il est sorti le podcast, on me dit souvent, mais du coup c'est pour les femmes le podcast, et j'aime bien dire non, c'est pour les hommes et les femmes parce qu'on peut apprendre de tout le monde. Alors oui, il y a un point intéressant que j'aime de s'inspirer entre femmes, c'est sûr, mais je suis certaine que tous les conseils et tous les parcours autour du leadership que vous avez, vous femmes, peuvent aussi être très très intéressants pour les hommes justement. Est-ce que tu veux bien répondre à la première question que je pose à toutes les invitées, qui est: quelle est ta propre définition du leadership, Barbara? Oui, avec grand plaisir. Alors, si je dois résumer en 2 lignes, qu'est-ce que c'est pour moi le leadership? Pour moi, c'est vraiment l'art de motiver un groupe de personnes, de les motiver à aller vers un objectif qui est commun. Et au-delà de la motivation, il y a vraiment l'empowerment des personnes. Moi, je vois le leadership comme ça. À la fois, c'est motiver et donner du pouvoir aux gens. Et créer cet environnement où on regarde tout dans la même direction. Pas avec les mêmes lunettes, ça c'est important, parce que ça c'est un concept pour moi fondamental dans le leadership, mais on regarde tout dans la même direction. Toutes et tous dans la même direction. Complètement. J'aime beaucoup, et du coup, ça va être intéressant ce que tu vas nous dire sur la deuxième question, c'est: quelle est ta définition de l'ambition féminine du coup? Moi, je parlerai pas de féminine. Pour moi, la définition d'ambition, c'est arriver là où nous nous sentons alignés, où nous sommes alignés. Pour moi, c'est ça l'ambition. C'est vraiment, et chacun et chacune peut avoir différents types d'ambition. Une ambition professionnelle, une ambition personnelle. Ça, pour moi, c'est pas une différence. C'est vraiment être dans l'endroit où nous sentons mieux. D'accord? Alignés avec nos valeurs. Pour moi, c'est ça l'ambition. Et après, est-ce qu'il y a une ambition féminine? Ouais, peut-être, mais c'est l'ambition en général. Et pour moi, les femmes se doivent d'avoir le même niveau d'ambition que les hommes. Et c'est quoi du coup ce même niveau d'ambition? Parce que du coup, on sait bien que inconsciemment, il y a une différence sur le mot quand on le féminise ou quand il est masculinisé. Comment est-ce que tu arrives à du coup nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est l'ambition qu'on perçoit quand on parle de comme les hommes, et quelle est l'ambition que l'on peut avoir pour les femmes? Et encore une fois, c'était de dire pour moi être ambitieuse, et moi je suis ambitieuse et je n'ai aucune peur à le dire, mais j'ai mes valeurs, mes objectifs à moi, et je veux les atteindre, et je mets tout en place pour les atteindre. Je me donne les moyens. L'ambition est liée avec les objectifs du coup. Oui, c'est lié à des objectifs. Et encore une fois, je ne me sens pas de définir, je ne lis pas trop au féminin ou au masculin. Je dis que l'ambition est arriver à l'objectif qu'on s'est donné. Et c'est surtout se donner les moyens, c'est mettre en mouvement, c'est ça, et prendre des risques. Parce que l'ambition arrive aussi avec la prise de risque. Et justement, est-ce que là, il n'y a pas une différence entre les hommes et les femmes sur cette notion de prise de risque, selon toi? Disons que pour des années, on nous a fait croire qu'on était moins ambitieuses. Disons que pour des années, on a mis en fait l'accent sur le fait qu'on était moins ambitieuse. Moi, j'y crois pas.
Moi, je pense qu'on a le même niveau d'ambition. Je parlerais plutôt de pas avoir le même niveau d'opportunité. Ouais. Et c'est ça la différence. Les femmes ne sont pas moins ambitieuses que les hommes. Ça, c'est stupide d'y Voire même penser. le contraire, hein. Il y a des études qui montrent que, techniquement, Ouais, elles s'estiment plus ambitieuses que les hommes ne s'estiment ambitieux. exactement. Mais c'est toujours une question d'opportunité. Disons que pour des années, on a eu moins d'opportunités que les hommes. Et du coup, si tu as moins d'opportunités, tu arrives moins à tes objectifs, tu es moins visible. Et alors, l'équation simple, c'est de faire le raccourci. Ah, elles sont moins là, eh ben, elles sont moins ambitieuses. Ah non, elles ont eu moins d'opportunités que les hommes. Et justement, toi, dans la notion de moyens et d'opportunités, est-ce que tu peux nous faire part un petit peu des grandes opportunités que tu as eues dans ta carrière qui t'ont permis d'évoluer? Ouais, les opportunités pour moi ont été différentes. C'était des opportunités matérielles et des opportunités de rencontre. Donc pour moi, il y a toujours ça dans la carrière de quelqu'un. La carrière est faite des événements au travers lesquels tu passes, mais aussi de personnes qui te rencontrent. C'est toujours ça. Et je suis convaincue que personne n'arrive toute seule. Non, Même je suis d'accord. la personne qui te dit, ah, moi, j'ai tout fait toute seule. Moi, j'y crois pas. Je dois dire merci à beaucoup de gens. Je dois dire merci à moi-même, bien évidemment, parce que j'ai pris des risques. Encore une fois, je viens sous la notion de risque. Je suis arrivée en France, je ne parlais pas en français, le français, je commençais en fait un travail dans un monde que je ne connaissais pas. Eh ben, j'arrivais dans l'Italie, j'avais un joli job en Italie. J'ai décidé de quitter, c'est un choix personnel, personne m'a obligé, mais en même temps, j'ai pris des risques pour fait suivre ce que je voulais faire. C'était un risque. C'était un risque. Et donc ça, c'est quelque chose que, encore une fois, je dois à moi. Mais je dois aussi beaucoup aux gens qui ont fait partie de ce trajet, de ce parcours. À mes collègues, j'ai rencontré chez Mastercard France, qui m'ont beaucoup aidé, supporté, à des clients avec lesquels j'ai pu négocier et qui m'ont aidé, hommes et femmes. Et encore une fois aussi, je reviens sous moi, je le dois aussi à moi parce que j'ai su en fait regarder et des fois faire aussi des sauts dans le vide. Ouais, c'est une équation en fait, c'est pas un facteur, unique. On se rend bien compte, et plus je discute avec une multitude de femmes qui sont dans les postes comme les tiens, plus je me rends compte qu'en fait, il y a un peu cette idée de c'est multidimensionnel. C'est-à-dire que si tu travailles que sur le réseau, ça fonctionnera pas. Si tu travailles que sur tes compétences, ça fonctionnera pas. Si tu prends tout le temps des risques, au final, ça fonctionnera pas. Donc, c'est un peu une sorte d'équilibre et d'équation, qui va te permettre d'évoluer. Est-ce que tu veux me partager qu'est-ce qui a fait que tu as pris ton premier risque? C'est quoi le premier risque que tu as pris dans ta carrière où tu t'es dit, waouh, ça c'est quand même un gros risque et j'ai potentiellement quelque chose à perdre? Bah quoi, je suis venue en France honnêtement. C'était un gros risque. C'était un gros risque, c'était tout ou rien à un bout d'un moment, hein. Et c'était aujourd'hui quand je regarde en arrière, je me dis mais comment j'ai pu faire ça? Mais comme je, mais, et finalement, grâce à ça, je suis là. J'aurais eu sûrement une carrière différente. Ça m'a forgé ce moment-là très dur aussi de solitude. Même si les deux pays sont très proches, mais arriver dans un pays où tu ne comprends pas la langue, et tu dois t'exprimer et tu dois travailler dans cette langue-là et tu travailles et tu apprends et tu as des moments de grosse solitude, vraiment des grosses solitudes. Mais c'était aussi un moment qui a forgé ma résilience, parce que quand je suis arrivée dans un poste qui était moins important parce que je venais de quitter en Italie. Mais c'est encore une fois, c'était une décision personnelle. Personne m'a obligée à faire ça, mais je voulais venir, en France par amour, qui est la chose qui pour moi fait bouger tout le reste du monde. Et donc j'ai accepté aussi, hein, de partir dans un job qui était moins important et après, petit à petit, de remonter. Mais ça encore, ça a vraiment créé cette sorte de résilience qui après, c'est un des traits sur lesquels je vais le plus fière.
Ouais, il y a une notion aussi d'être OK avec l'inconfortable. Je parle beaucoup de la zone de confort et que quand tu veux grandir et évoluer, que ça soit en pro ou en perso d'ailleurs, tu as besoin de sortir de ta zone de confort et donc de faire des choses qui te mettent en inconfort et plus tu vas te mettre en inconfort, plus en fait tu vas être, OK avec l'inconfort et plus ça va être, entre guillemets «naturel» pour toi de te mettre dans une situation d'inconfort et donc là que j'entends que tu es quand même vraiment sortie de ta zone de confort, il y avait plus la langue, il n'y avait plus le pays non plus. Qu'est-ce qui a fait que tu es partie du coup de l'Italie quand tu as dit par amour? Et parce que mon compagnon est il est français. Il avait décidé de revenir en France et donc à un bout de moment, c'était naturel. C'était un moment où on s'est regardé, on a dit: «Bah, ce couple-là, s'il veut devenir une famille, il faut habiter dans la même ville, ce sera plus C'est plus facile, facile. c'est plus facile». Heu et après j'attendais un bébé. Donc tu vois, j'ajoutais en fait, un niveau de complexité. Donc c'était vraiment une période, très particulière de ma vie. On en revient à la notion de multidimension et je pense que c'est un point intéressant. La décision, si tu as envie de partager, comment est-ce que vous l'avez prise de dire, à ce moment-là de ta carrière, de dire, que tu allais être OK de baisser un petit peu, de niveau de poste? Comment est-ce que vous avez pris cette décision-là? Quelle était la discussion que vous avez eue Mais avec ton je conjoint? je suis totalement honnête, c'était pour moi, c'était un choix de cœur, en fait et j'ai pas trop réfléchi. Parce que quand tu réfléchis trop, en fait, si tu commences vraiment dans la vie, si tu commences à attendre le moment idéal, la perfection n'existe pas. Ça n'existe pas un moment idéal. Mais notre cerveau nous protège à ne pas prendre des risques. Pourquoi? Parce que nous sommes faits pour nous protéger. Et notre cerveau se ferme et dit, bah, là, il faut pas y aller. Et donc, cherche à trouver the reason why tu dois ne pas y aller. C'est trop compliqué, tu ne connais pas la langue, tu jamais vraiment vécu avec cette personne, parce que oui, on habitait, dans la même ville, mais pas dans la même maison. En fait, tout ça vient à dire pourquoi il ne faut pas le faire. Ce n'est pas le moment. Et donc, quand tu me poses la question comme tu l'as fait, bah, je te dis la vérité, à un moment, j'ai dit: «OK, j'y vais, Let's go. let's go». On met tout en place parce que ça marche et finalement, on considère que ça peut aussi ne pas marcher. Bien sûr, ça me permet de faire le lien avec la prise de décision dans les CODIR et les COMEX, en fait, hein. Parce que ce processus dont tu parles, de décision rapide, c'est quelque chose qui revient souvent en leadership. Le fait de pas trop attendre, parce qu'en fait, de pas prendre de décision, c'est parfois la seule mauvaise décision possible. Comment est-ce que toi, tu prends tes décisions dans ces moments-là en tant Ben, que il y a leader? des différents types de décisions. Pour moi, il y a des décisions courtes et des décisions qui demandent un peu plus de temps. C'est vrai que des fois, ne pas décider, c'est déjà décider. C'est une forme de réponse. Et donc, moi, ça dépend vraiment beaucoup des situations, mais je suis quelqu'un qui a la tendance à décider, c'est-à-dire à prendre une décision. Est-ce que ça veut dire que je ne me trompe pas? Ah non, ça ne va pas dire ça. Mais je préfère me tromper que ne pas agir. Que le non-mouvement. Exactement. Moi, le non-mouvement, pour longtemps, ça peut me tuer. Mais encore une fois, je sais qu'il y a des moments où c'est aussi bien de prendre le temps d'agir. Comment tu sais? Comment tu fais la différence entre les décisions où ça doit être rapide et les décisions où tu as besoin d'aller chercher plus d'informations, de te calibrer sur telle ou telle chose? Comment tu fais la différence? C'est comme je pas vraiment la méthode. Alors moi, je suis déjà quelqu'un qui fait beaucoup confiance à l'instant, on dit comme ça. Et, ok, dans le business, disons, il y a des décisions qui sont bien évidemment, à prendre tout de suite, si tu dois lancer un produit, et que tu dois décider si ce produit va dans ce marché A ou B. Une fois que tu as fait l'analyse du marché, il faut y aller. En fait, il faut pas aller chercher. Donc il y a des décisions sous lesquelles je sais que je peux y aller et des décisions qui concernent, bah, des budgets beaucoup plus importants ou un aspect humain. Voilà. Si ça concerne un aspect humain, je dis: «Je prends un peu plus de temps pour regarder les choses». Ça, c'est clair. Mais j'ai pas une golden rules, OK, mais je sais que je m'écoute beaucoup. Et justement, si tu veux nous donner un conseil sur ça, comment est-ce que tu as développé ça? Le fait de t'écouter? Ben, je alors je me fais beaucoup plus confiance. Je pense que c'est aussi l'âge.
Je me fais beaucoup plus confiance parce que je sais que et je le dis, à tous nos écouteurs, je sais que quand tu fais un travail et tu le fais bien, c'est toi la personne qui sait. C'est toi la personne qui sait. Mais regarde, même dans les aspects personnels, c'est notre vie. C'est qui mieux que nous? Nous savons les choses. Mais des fois, nous n'avons pas le temps de nous écouter. Et alors, j'ai pris de plus en plus l'habitude de prendre du temps pour moi. Je le faisais pas, j'ai écrit maintenant. Des mots, des phrases, des pensées sur lesquelles je reviens 1 ou 2 semaines après. Ça m'aide beaucoup. Je fais des visualisations, tu vois? Je me dis: «OK, alors pour ce problème-là, c'est quoi les étapes, pour le résoudre?» Et ça m'aide aussi à prendre, du temps. Et je sais pas si c'est un conseil que je peux donner, c'est vraiment de respirer mieux, de prendre du temps pour soi, Et pour heu s'écouter, du coup. et c'est pour s'écouter. Ouais. Justement, ça me permet de passer sur la partie de pression. C'est des postes dans lesquels on dit souvent, que comme tu es un peu en haut de la pyramide, hein, tu as quand même une sorte de pression, une sorte de stress. Tu as en sur les épaules, le destin d'une entreprise ou le destin de famille, peut-être aussi parfois. Comment est-ce que tu gères et tu apprends à partager aussi, à ne pas succomber à la pression finalement? Hem, alors d'un point de vue, personnel, je le fais avec, mon compagnon, avec lequel on se partage les choses. Et donc moi, si j'ai un conseil encore, humblement à donner aux gens, de se trouver un partenaire, heu, qui vous soutient, et le mien, il me soutient à fond, et l'inverse pour moi, c'est vrai aussi. Ça c'est la règle, demander de l'aide, c'est une règle fondamentale. Encore une fois, moi, vraiment, je suis profondément convaincue que toute seule, je ne peux rien faire. Et donc, personnellement, encore une fois, mon compagnon m'aide beaucoup et moi je le soutiens aussi, donc c'est un 50-50. Et professionnellement, oui, il y a beaucoup de pression. Il y a aussi beaucoup de politique, je trouve. Et ça, c'est les grosses entreprises, ça, c'est les postes à responsabilité. Et donc il faut naviguer au travers de la pression et aussi des aspects, politiques. Mais moi, je n'aime pas, redonner cette pression à mes équipes. Et donc ce que je fais, je la garde sous moi. Je ne sais pas si je fais bien ou pas, mais je cherche à être un sorte de wall pour protéger les gens. Et des fois, c'est fatigant aussi pour moi, et des fois, comme je te disais avant, j'ai mal à l'épaule. Je pense que c'est je pense que c'est aussi la fatigue de l'année. Ouais, et justement, comment est-ce que si donc j'entends, et d'ailleurs c'est souvent ce qu'on recommande, hein, en leadership et cetera. On dit, «Vous n'êtes pas là pour, donner la pression, vous êtes là pour, faire éponge» et cetera. C'est et je pense que c'est vrai, mais justement, quels sont tes conseils? Parce qu'on sait très bien que, OK, de faire l'éponge et de pas le descendre, et ou de faire un mur comme tu as dit, de pas le descendre dans ses équipes. Où est-ce que du coup, tu te permets de pouvoir, ressortir cette pression-là? Donc il y a la partie perso avec ton conjoint. Est-ce que tu as d'autres Je conseils? la Est-ce que tu as ressors d'autres beaucoup outils? avec des collègues qui sont devenus des amis, auxquels je partage vraiment des sujets de travail. Des collègues Et qui sont dans le codir avec je sais plus, tu es dans un codir ou dans un comex? non, je suis la partie exécutive de Mastercard, Exec. mais avec des collègues, ici, dans le bureau, je partage, des événements, et je demande aussi du conseil. À ma place, tu ferais quoi? Et j'ai des personnes de confiance. Encore une fois, c'est un network. J'ai des personnes externes de confiance avec lesquelles, je peux en fait dire: «Eh ben, écoute, j'en peux plus, je suis sous pression» et tout ça. Mais je n'aime pas le faire avec mes équipes parce que, déjà, je suis payée aussi pour ça. Mmh. Moi, Ça fait partie de ta ça fiche de fait poste. partie de mes responsabilités. C'est pas écrit sous ma fiche de poste, mais c'est ma responsabilité à moi. Et en fait, encore une fois, c'est pas parce que je ne pense pas qu'ils sont capables à le faire. Ils sont capables. Moi, j'ai une équipe qui est incroyablement performante.
des personnes partout en Europe qui performent, qui sont seniors suffisamment, mais je retiens et je considère que c'est ma responsabilité à moi. Alors, ne pas partager le stress, c'est ne pas dire ne pas partager les informations, hein. Moi, je partage les informations. Ouais, Eux ça, c'est savent. important aussi. C'est très important parce qu'encore La une notion fois, de transparence. de transparence, mais ça fait partie de ma définition de leadership. Parce que pour te donner, en fait, pour regarder dans la même direction, tu dois savoir dans quelle direction il faut et pourquoi on le fait. En fait, tu n'es pas là pour les écouter. Tu dois savoir avec moi où nous voulons aller et me donner aussi des conseils. Mais tu n'es pas payé pour avoir le même niveau de pression que moi. Il y a une partie de quelles sont les responsabilités aux différents points. Et donc, dans l'évolution, toutes les personnes qui vont atteindre des postes comme les tiens ont aussi cette responsabilité d'avoir cette pression-là et de savoir la manager. Pour moi, si. Pour moi, ça fait partie de notre responsabilité. C'est super intéressant. Une pression acceptable, je ne parle pas de harassment aux choses comme ça, hein. Quand je parle de pression, c'est la pression du travail et c'est la pression qui est liée aussi aux résultats. En fait, les entreprises privées doivent faire des résultats. Nous sommes là pour faire des résultats. Bien sûr, orienté. Ça, c'est un point hyper intéressant. On n'a pas beaucoup parlé dans les autres podcasts et je pense que c'est intéressant de rappeler l'orientation. Dans ces postes-là, tu es quand même suivi sur tes résultats et sur tes performances. Donc, Ah tu nous disais oui, que tu avais une équipe très performante. j'ai Félicitations, une équipe bravo. très performante, mais on a aussi beaucoup de KPI et beaucoup de résultats à mener. Et c'est-à-dire, comment ça se traduit pour toi dans ton quotidien, dans les deux sens? Ça traduit dans le nombre de produits qui sont lancés, des volumes qui sont générés par ces produits-là. Et donc, c'est ma relation avec les marchés, la relation avec les clients, qu'est-ce qu'on va faire, combien de produits Mastercard tu trouves en circulation, combien de transactions on va effectuer. Tout ça, c'est sous nous en tant que groupe produit. Parce que, en fait, juste pour te donner quelques mots sur notre travail aujourd'hui. Donc, Mastercard, c'est cette société euh, internationale. Tu me donnes juste une seconde, tu peux interrompre juste un seconde. En fait, et donc Mastercard, c'est une société internationale qui opère dans le secteur des paiements. Donc la mission principale, c'est de faire de chaque transaction, tu vois, chaque paiement, une transaction secure, convenient et facile en fait. Voilà, ça c'est la mission de Mastercard, c'est la sécurité avant tout. D'accord? C'est la confiance, un autre mot très important pour nous. Et moi, dans mon rôle responsable consumer product, en fait, nous avons la responsabilité vraiment de la stratégie produit au niveau Europe, qui sont des produits de paiement. Aujourd'hui, toi, en tant que consommateur, tu utilises ta carte de paiement, mais tu peux utiliser ton portable pour payer de plus en plus. Donc, la digitalisation des paiements. Et donc, nous avons vraiment cet objectif à attendre de nombre de transactions, de volume généré avec nos produits. Donc, il y a des résultats qui la société attend de nous. Ça, c'est un point intéressant et je pense que c'est un point qui peut aussi faire peur à certaines personnes quand elles évoluent. C'est cette result-oriented mindset. C'est un peu le mindset de comment est-ce que tu continuellement t'assures que tu vas toujours orienter tout ce que tu fais, tes actions, les comportements de tes équipes, voilà, toutes les actions que tu fais en rapport avec le résultat. Comment est-ce que toi, tu as évolué? Est-ce que ça a toujours été ton mindset, a toujours été result-oriented ou tu as appris un petit peu petit à petit avec tes activités? J'ai pris petit à petit parce que mon premier travail, mon premier job, c'était dans une société hollandaise, Jetronics, qui à l'époque avait acheté l'Olivetti, une société italienne, et mon rôle, c'était vraiment du product marketing. Donc, c'était très loin des résultats, c'était d'écrire un produit, en fait, tu sais, et préparer des brochures pour la partie sales qui après allait vendre. Et en fait, ce déclic sur la partie résultats est arrivé quand je suis passée vraiment dans le département de vente. Et parce que là, tu es vraiment mesuré sur le nombre de ventes que tu fais. Et pour moi, c'était une expérience qui m'a vraiment formée. Ouais. Vendre, apprendre à négocier, convaincre. Parce que pour moi, vendre, ça veut dire convaincre.
quelqu'un, le porter de ton côté. Et la vente, c'est un acte incroyablement intéressant parce que tu as deux personnes autour de la table et tu dois convaincre l'autre, le faire venir de ton côté. Et je pense que ça a forgé, tu vois, ça a créé cette vraiment mindset result oriented. Et après, ça m'a accompagné tout au long de ma carrière. Et justement, ça me parle beaucoup. Moi, je suis passée d'un poste de marketing ensuite à un poste de CSM quand j'étais salariée. Et ce mindset-là autour de tu as des KPIs, tu as des statistiques, on te parle de tes statistiques. En fait, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais un peu l'impression qu'avant, c'était très abstrait, en fait, ce sur quoi ma performance était un peu vue. Donc, je suis assez alignée sur cette idée que finalement, c'est assez intéressant, c'est assez euh, euh, challengeant aussi d'avoir des KPI sur lesquels tu sais que tu peux voir ton évolution, tu peux voir aussi là où t'es pas très très bonne. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles tu peux voir grâce aux KPI et donc à la notion de résultat et de suivi que tu peux pas forcément voir quand on as pas. Donc c'est hyper intéressant. Et si tu veux, pour moi, il y a une combinaison de what et how pour évaluer quelqu'un. Parce que le what sont les KPI, sont les chiffres. Et là, c'est en fait, c'est mathématique. Tu dois attendre 10. Si tu as fait 8, bah, c'est facile aussi à expliquer. Pour un manager, c'est beaucoup plus facile quand tu as quelque chose qui est concret. Ta year-end review. Tu expliques, tu aurais dû faire 10, tu as fait 8, bah, tu n'as pas fait tes résultats. Tu aurais dû faire 10, tu as fait 12, tu as fait plus de tes résultats. Mais seulement l'aspect quantitatif, c'est en fait, tu ne considères pas la totalité. Pour moi, il y a cet aspect quantitatif, mais aussi le how. Comment tu arrives à un résultat? Est-ce que tu respectes les autres? Comment tu fais du business? Comment tu te relations aux autres? Il y a une notion de pérennité aussi derrière et ça me parle beaucoup dans la notion de fidélisation client. On dit aussi la manière dont tu vends, dont la personne vend un produit, s'il n'est pas vendu comme il faut et s'il lui a vendu du rêve, bah, par exemple derrière sur le suivi de l'expérience client, en fait, il va y avoir que du drop d'expérience client et donc finalement t'as beau ramener un gros dossier, si tu l'as ramené en lui vendant trop de rêves sur comment allait fonctionner tel ou tel point, en fait, ça fonctionne pas et c'est plus en lien. Et finalement, tu vas reperdre le client derrière. Donc, ça me parle beaucoup. Alors que du coup, bah là, moi, je parle de client. Et finalement, toi, tu parles aussi de collaborateurs. Ben Comment est-ce que oui, ton... parce qu'en fait, le how fait la culture d'entreprise, comment les gens agissent. C'est quoi les valeurs? Est-ce que tu as bien travaillé avec les autres? Ça fait partie aussi de l'évaluation des fins d'année pour moi, d'une personne. Oui, tu as fait 10, mais c'est 10. T'es arrivé comment à les faire? En écrasant les autres? En travaillant bien avec les autres? Ouais, en utilisant la synergie aussi du groupe, justement. Exactement, Ouais. exactement. Comment est-ce que toi, du coup, est-ce que c'est un point que tu vois aussi avec les personnes avec qui tu travailles au quotidien sur les prises de décision, sur les évolutions chez Mastercard ou dans tes expériences passées aussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi avec les personnes qui sont au même niveau que toi? Donc, avec toi dans les COMEX, dans le COMEX, pardon, ou est-ce que c'est simplement quelque chose que tu évalues pour tes équipes? Ah non, pour moi, c'est pour tous, en fait. Le what et le how, ça doit être pour tous. Et d'ailleurs, chez Mastercard, je donne un feedback aussi à mon manager. C'est très important. Et je donne un feedback sur le what et le how. Ça, c'est super intéressant. Et justement, il y a un point, donc ça, c'est un point qui revient très souvent quand on parle de codir et de comex, c'est un peu les idées reçues qu'il y a. C'est un peu quand je monte dans les comex, c'est pour dire oui, oui au DG, et puis c'est à peu près tout, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée reçue autour du comex, du codir? Alors, chez Mastercard, tu sais, l'organisation est un peu différente parce que la partie Europe a ok, tu peux m'appeler COMEX, dans lequel il y a certaines personnes, mais la prise des décisions, ce n'est jamais un oui pour dire oui. Ok. Déjà, il y a cette culture de say what you mean qui est très important. Bien évidemment, toujours avec politesse, mais il faut dire ce que tu penses vraiment.
Ça m'intéresse, tu as des conseils là-dessus. Comment est-ce que tu t'assures de partager ce que tu penses en étant sûr de le partager de la meilleure manière possible? Tu apprends au fur et à mesure, tu apprends encore. Et après, tu sais, la façon de le dire, peut-être chez Mastercard, ce ne sera pas la façon de le dire dans une autre entreprise. C'est très aussi lié à la culture, et cetera, à la politique, encore une fois. Euh, mais c'est vrai qu'il faut dire ce que tu penses pour faire avancer les choses. Toujours, encore une fois, avec politesse, dans le respect et dans l'éducation. Ok. Mais si tu vois qu'un produit, une solution ne marche pas, il faut bien lever la main pour dire voilà ce qui ne marche pas et voilà ce que je peux proposer. Pour moi, en fait, dire non pour dire non, ça sert à rien. Il faut toujours arriver avec une autre solution. Et ça ne marche pas et je te propose. Les gens sont beaucoup plus ouvertes quand tu fais ça. Si tu dis simplement non, ton idée, elle est pas bonne et tu t'arrêtes là, tu comprends que ta réaction à toi, ça sera différent. C'est si je te dis, cette idée-là, on peut les améliorer avec one, two, three. Il y a une notion de préparation, du coup. Je prépare en fait mon argumentaire. Quand je vois qu'il y a un point irritant, je m'assure de préparer un argumentaire en me disant voilà pourquoi c'est irritant, voilà ce que je pense qu'on pourrait faire. Est-ce que vous avez d'autres, voilà, ouvrir la discussion sur les possibilités parce que toi, tu as Exactement, déjà préparé ça. exactement. Et je propose. Et on pourrait faire. Jamais mais. Le mais est négatif, c'est toujours le qui ouvre à la discussion. Et je te propose. Ouais, c'est vrai. Et ce qu'on dit d'ailleurs en coaching, je sais plus si c'est en coaching ou en PNL, mais on dit que tout ce que tu dis après le mais, c'est retenu. Donc en fait, même si tu dis j'aime bien ton idée, mais et en fait, après tu dis quelque chose de négatif, ton cerveau il se souvient que de la partie secondaire. Il écoute pas ce qu'il y a avant, parce que du coup c'est Exactement. Quand tu contredit. dis, je trouve très bien ton idée. Et d'ailleurs, j'ajouterai l'élément A, B, C. Toi, tu retiens tout le positif. Mais si je te dis, bah, j'aime ton idée, mais il faudra changer A, B, C, bah, tu retiens que ton idée n'est pas bonne. Ouais, exactement, exactement. C'est hyper intéressant. Moi, j'aimerais bien savoir aussi, à quel moment est-ce que tu as eu des difficultés? Moi, j'aime bien parler aussi un peu des obstacles parce que je sais, que un peu comme le fait qu'on ne grandit pas tout seul et on n'atteint pas les différents échelons et on n'atteint pas nos objectifs tout seul, je sais que, on a aussi, toujours des obstacles qui nous apprennent et qui nous permettent bah oui, d'apprendre des nouvelles choses, de retenir des leçons sur ce qu'on crée, etc. Parce qu'on a des leçons qui peuvent venir de nos mentors, mais il y a aussi les leçons qui proviennent de nos propres expériences. Quels ont été tes obstacles pour toi les plus impactants dans ta carrière où vraiment il y a eu ensuite des changements je sais pas, de comportement, de vision, de mindset après? Plusieurs, je pense, des obstacles, parce qu'encore une fois, c'est important de ne faire pas passer l'idée que quelqu'un a tout un parcours facile, parce que quand tu écoutes ça, tu as comme l'impression que tu es seul. Déjà, personne n'a un parcours facile, ouais, peut-être un ou deux, mais tout le monde a galéré sur quelque chose. Tout le monde a fait application pour un job et l'a pas eu. Personnellement, ça m'est arrivé 2, 3 fois, même 4. Et personnellement, même récemment. Mais c'est vrai, en fait. Et encore une fois, ça fait partie du parcours. Tu vois, les noms, ben, c'est vrai, c'est dur à digérer, mais ça arrive parce que tu as essayé et parce que tu as pris des risques. Si tu ne prends pas des risques, c'est vrai, tu n'auras jamais un non. Ça, c'est vrai, c'est clair. C'est plié depuis le début, tu n'auras jamais un non. Mais tu même pas à y aller. J'adore. Il y a une manière de le voir où c'est que le non, tu l'as déjà puisque tu vas pas. Exactement. En fait, tu as décidé, encore une fois, c'est un acte manqué, tu as décidé que le non, c'était ta solution. Quand tu rentres dans un parcours, dans un process, quand tu fais un choix, ben, tu as 50% de probabilité de gagner, 50% ou 30%, ça dépend du nombre de candidats, etc. Mais tu as un pourcentage de probabilité de gagner. Quand tu ne vas pas, tu as perdu. 5%. Et donc, pour revenir à ta question sur les difficultés, oui, j'ai eu des difficultés. J'ai eu des fois, je voulais vraiment tellement un job, je l'ai pas eu. Et ça a bloqué la carrière.
ça a bloqué, c'était pas et après tu te rends compte en fait et c'est pas une vision philosophique de la vie, loin de ça, c'est pas, tu sais, la, morning routine, non, je suis très loin de ça. Mais c'est vrai que des fois on se rend pas compte, mais tout arrive pour quelque raison. Mais tu le comprends malheureusement plus tard. Sur le moment, ça fait mal, sur le moment, ça énerve et c'est de la frustration. Et personnellement, j'ai eu des moments dans lesquels j'étais très frustrée. J'aurais voulu tellement avoir un job, j'ai mis toute mon énergie pour l'avoir et je l'ai pas eu. Ça fait partie de la courbe de deuil, en fait, hein, tu sais, la colère, et cetera. Enfin, tu fais la courbe de deuil parce que tu as eu enfin, parce que tu y croyais, en fait, dans Parce ces que tu moments-là. y croyais. Exactement, tu y croyais. Et donc, c'est un moment dans lequel tu vois et tu te sens bloqué dans ta carrière. Je pense que c'est arrivé à tout le monde de se dire, mince, là, je suis bloqué. Et alors là, c'est des moments cerniens. T'as des moments où tu dis, ok, je suis bloqué, mais qu'est-ce que je fais de ce moment-là? Hmm? Comment je sors de là? Et alors là, c'est important vraiment, encore une fois, se recentrer et se dire, voilà, ok, c'est un moment non, c'est clair. Maintenant, je fais quoi de ce non? Je continue déjà je me remets dans ce que je faisais et je continue à m'améliorer afin de, si je n'ai pas fait, si je n'ai pas grandi avec un autre job, je peux peut-être grandir en vertical dans mon job existant. Pour moi, ça, c'est aussi une leçon. Et aussi se dire, ok, c'était pas le bon moment, j'attends, je continue à travailler, ça arrivera à un autre moment. Ouais, la notion d'opportunité, en fait, je reste ouverte aux opportunités, c'était certainement pas la bonne, mais je continue. Comment est-ce que tu restes dans cet état d'esprit-là? Quand tu te rends compte qu'à un endroit, t'es bloqué, que Ah, c'est dans une... difficile. Je dis pas que c'est Ouais. facile. C'est difficile. C'est T'as difficile. des outils, enfin, pas des outils, mais des aides peut-être pour... Écoute, moi, ce que je fais des fois, c'est que je continue, bien évidemment, à travailler, mais je me prends du temps pour me dédier à des choses que j'aime particulièrement, qui me redonnent de l'énergie. Je fais un exemple. Moi, en même temps, je suis la responsable du réseau femmes chez Mastercard. Et, euh, et moi, ce qui me plaît beaucoup vraiment, c'est faire du mentorat, aller supporter des fintechs qui font des activités au support de femmes. Un des sujets qui me tient particulièrement à cœur dans ce moment-là, c'est l'éducation financière des femmes. Et donc, dans des moments vraiment comme ça difficiles, je me dis, OK, je donne un peu plus d'énergie à ce sujet-là, parce que ces sujets-là, ça va me redonner de l'énergie. Et je fonctionne un peu comme ça. Et je ne sais pas si c'est un bon conseil pour tout le monde, mais ce qui m'a beaucoup aidé et crois-moi, comme encore une fois, j'ai eu des moments dans lesquels je me suis dit: «Mais mince, je suis bloquée», mais faire des autres choses à côté, me consacrer, donner du temps aux autres, m'a redonné de l'énergie. Ouais, il y a un côté aussi où, tu t'es écouté. Si on revient à ce que tu as dit au début, tu t'es un peu écouté, tu as compris que ça avait peut-être, baissé ton énergie et donc, ben, je vais aller me ressourcer de cette énergie-là d'une manière, que je connais, mais parce que je m'écoute. Il y a un point, c'est quelque chose qui revient souvent dans le podcast, hein, cette notion de s'écouter. S'écouter sur, l'environnement dans lequel on est, tu vois? On avait eu des retours sur ça. S'écouter aussi sur ce qu'on a envie de faire et pas simplement parce qu'on t'a reconnu et qu'on t'a placé dans, enfin, qu'on t'a dit, bah, la continuité, c'est exactement ça. Mais si t'as envie de bifurquer un petit peu, bah, t'écouter aussi sur ce fait de bifurquer. Donc, ça résonne beaucoup, cette idée de s'écouter, en fait, hein. On le retrouve finalement tout au long de sa carrière. Il y a vraiment cette notion de, hésite pas à prendre un petit step back, une petite prise de recul pour te rendre compte. Est-ce que je m'écoute? Est-ce que ce qu'on me propose, est-ce que je fais? Je suis voilà, la tête baissée, j'avance complètement sans regarder, ou est-ce que j'ai pris ce recul là? Ça résonne beaucoup. J'ai envie de rebondir quand même sur un peu la thématique du podcast quand même. On n'a pas beaucoup parlé de l'impact du fait que tu sois une femme dans ton évolution de carrière. On a parlé au début du fait que tu as suivi ton conjoint, et que du coup, tu as, entre guillemets, dû baisser ton niveau de carrière à ce moment-là. Donc, c'est un premier impact dans la vie d'une femme. Et est-ce que tu vois d'autres choses, peut-être plus au niveau de ta carrière, purement évolution de carrière, où tu as senti qu'être une femme, c'était
Soit challengeant, soit impactant, soit handicapant. Alors, je dois, avouer que, je suis dans une société dans laquelle je n'ai jamais eu cet sentiment-là et parce que, Mastercard a vraiment écrit cette, forme de diversité, d'inclusion dans la stratégie. Donc ça change tout. Ça change la et ceci dit, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec ça, mais tout le monde est obligé à faire ça. Donc Et doit je être aligné avec cette dois idée-là. être aligné avec ces valeurs-là et est-ce que ça va dire que, les gens, parce que j'étais une femme, m'ont donné un job? Je ne pense pas parce qu'en fait, la règle, c'est toujours choisir le meilleur candidat et après je me dis même si ça arrive, c'est arrivé à des hommes avant moi, ça peut arriver aussi à moi d'avoir un poste que je ne mérite pas. Ça alors, je suis complètement décomplexée sur ce sujet-là et j'invite toutes les femmes à se décomplexer, en fait. OK? Parce que du moment où quelqu'un me dit ou pense ou a pensé par le passé: «Oh Barbara a eu ce job, produit, elle le mérite pas, elle l'a eu parce que c'est une femme», ma réponse c'est: «Et alors? Tu as tellement des hommes incompétents, tu peux supporter aussi une femme incompétente». C'est 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 vraiment c'est ça. Mais ceci dit, pour revenir à ta question, je suis masterclass, j'ai jamais senti ça. Par contre, je sais que c'est difficile et c'est pour ça que je m'engage beaucoup aux côtés des femmes. Et c'est pour ça que je pense que l'égalité, c'est la bataille du siècle. C'est le sujet important parce que les femmes sont 52% de la population. Je ne veux pas répéter des éléments que tout le monde connaît, mais les femmes sont 52% de la population et doivent être partie de l'économie. En fait, l'économie mondiale ne peut pas s'en passer de la contribution des femmes Et de la vision des femmes, bien et de sûr, la ouais. vision des femmes. Et la société ne peut pas, en fait, passer à côté de ce moment-là. Est-ce que tu vois une différence, toi qui as du coup travaillé en Italie et en France, est-ce que tu vois une différence culturelle par rapport à ça dans ces 2 pays? Alors, je pense que la France est De beaucoup ton plus point de en vue, avance. Oui, évidemment, oui, oui, bien sûr. Mais je pense que la France est beaucoup plus en avance. Je pense qu'avec toutes les lois, avec tout le travail qui a été fait par des personnalités importantes comme Madame Rexane, avec, en fait, en France, il y a les règles qui sont en place. Et donc, il y a un environnement qui est propice et qui est plus près que des autres pays à l'égalité. Est-ce qu'il y a l'égalité? Non. Mais écoute, les règles sont importantes, tu vois, les quotas sont importants, nous avons besoin de passer par là. Sans un cadre, la bonne volonté ne sera jamais à la hauteur. On a laissé au monsieur, pour des années, la bonne volonté. On s'est dit, ils vont le faire. Ils vont comprendre que c'est important, ils vont le faire. Et en fait, non, ils n'ont pas compris. Ils l'ont compris du moment où il avait une obligation. oui, et puis si on en revient au cerveau, le cerveau n'aime pas le changement. Donc évidemment que c'est un changement d'avoir, des nouvelles manières de penser autour de la table, d'avoir, Des voix une nouvelle différentes, vision, des voix des différentes. voix, des tonalités de voix différentes qui peuvent en fait créer encore une fois une résistance parce que le cerveau veut le me too. Tu vas choisir une personne qui est comme toi. C'est ça la première réaction. Parce que tu vas chercher et en fait, là, la chose, vraiment l'innovation arrive quand tu as exactement quelqu'un qui est différent de toi. Et c'est ça qu'il faudra en fait, encore une fois insister sur ce type de message-là. Et donc l'Italie est malheureusement, encore dans un pays où il faut travailler davantage, sur ces sujets-là. Quand je vois la France, beaucoup plus prête en fait, mais l'égalité est encore loin, hein, parce que si tu regardes les salaires en moyenne en Europe, nous sommes encore tous secteurs confondus à 12% et la France ne fait pas exception, en fait. Non, non, et puis quand donc on regarde les salaires certes, mais même de regarder les types de métiers.
les femmes sont beaucoup plus dans du care, dans du social, qui ont du coup beaucoup moins d'impact sur la performance. Et tu disais, elle doit être dans l'économie à tout niveau, etc. C'est pas encore le cas. Il y a encore beaucoup d'endroits où il y a des décisions économiques mondiales ou même européennes ou même françaises où il y a encore très 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 peu de femmes. Hein. Ça se compte sur les doigts d'une main dans un groupe. Donc non, non, c'est pas encore le cas. Par contre, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut en parler et je pense qu'il faut le mettre en avant. Il y a de plus en plus de femmes qui font partie des postes. Je pense que si j'avais fait mon podcast il y a 5 ou 10 ans, j'aurais trouvé aucune femme à, à contacter et à faire et à interviewer et à partager leurs conseils. Il y en aurait eu très très peu et les quelques peu que j'aurais pu avoir auraient eu beaucoup de mal à se mettre en avant en tant que femme parce que justement elles se fondaient encore un peu dans la masse en étant voilà, en se transformant un petit peu en étant un peu des hommes dans la voix peut-être aussi. Hein. C'était d'ailleurs quelque chose qui était connu. Les femmes changeaient un peu leur tonalité de voix. Dans des cours de leadership, il y en avait qui demandaient d'avoir une voix plus grave aussi pour avoir cette tonalité. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a quand même beaucoup plus de femmes, mais force est de constater que c'est pas du tout terminé. Je sais plus quel organisme avait dit que c'était en, euh, en 2134, je crois, Ah, ouais, que on a quelque chose comme ça, quelque ouais. chose comme, en tout cas, c'est dans un siècle, quoi, qu'on aurait l'égalité si on continue comme ça. Donc non, non, force est de constater que c'est pas fini, mais je pense que je suis d'accord avec toi, il faut quand même montrer aussi l'impact de toutes ces choses qui ont été mises et qui créent aujourd'hui un cadre qui peut être utilisé, comme vous chez Mastercard et comme tu le fais avec le réseau féminin. Je pense que ça permet d'utiliser ce cadre-là pour amplifier et pour aller chercher davantage d'impact sur ce point-là. Et pour moi, notre point vraiment important de l'égalité, c'est que l'égalité est important, pas seulement pour les femmes, l'égalité est important pour les hommes, en fait. Parce que les femmes, dans l'économie, ça va dire aussi que la richesse vient être distribuée, que peut-être les hommes vont travailler aussi moins, parce qu'il y aura plus de femmes qui vont au travail. La Et en pression fait, sur la richesse, sur et la peut-être force, on va sur... aussi libérer nos messieurs de toute la pression sociale d'être le chasseur. Parce qu'il y a une pression aujourd'hui qui n'est pas négligeable. Et donc, je pense qu'il faut mettre en avant, pas seulement une question de euh, justice sociale, parce que c'est écrit dans les constitutions des pays, hein, l'égalité. C'est quelque chose, c'est un sujet de justice sociale, mais pour moi, c'est un sujet économique. Et c'est là que peut-être nous allons gagner notre bataille. Si, en fait, on met en avant les bénéfices d'avoir les femmes dans l'économie. Et les bénéfices communs de Les chacun. bénéfices communs, absolument, Ouais. absolument. Et justement, est-ce que tu veux nous partager un petit défi, quelque chose de compliqué que tu as dû vivre en tant que femme dans ta carrière? Bah, je pense que pour, spécialement dans le passé, en particulier dans le passé, en fait, quand tu es une femme dans le monde de la tech, ta voix est moins écoutée. Parce qu'en fait, je pense qu'au tout début, on pense que tu peux pas être quelqu'un qui, qui est technique. Mais Qui a des compétences techniques? ouais, je le vois dans les regards des, je vois, hein. Je vois. Et après, bien évidemment, tu commences la discussion et ben, ils vont se rendre compte que tu maîtrises ton sujet. Mais au premier regard, c'est de dire, mais Tu dois non, prouver, en fait. exactement. Et ça, je le vois dans le regard des autres. Il y a un préjugé, hein, de toute façon et c'est, tu le dis dans la tech, je pense que c'est le cas aussi dans la notion de leadership. Il y a un préjugé comme quoi on n'a pas, de manière innée ces compétences-là, la compétence tech ou la compétence de leadership. Comment est-ce que toi tu fais face justement, à ces préjugés-là? Est-ce qu'on t'a déjà prise aussi pour plus junior que tu n'étais? Ah oui, ouais. Oui, bah écoute, ce que je fais, c'est que de toute façon, quand je me prépare beaucoup, bah, donc, Le parce que je syndrome de pense la que, bonne élève? ouais, mais parce que je pense que c'est la seule façon pour moi, hein, c'est la seule façon de faire face à ces moments-là, c'est être vraiment impeccable et hyper préparé. Pour ne pas laisser l'espace aux commentaires.
J'aime beaucoup et du coup, quand tu as ça résonne quand tu as une partie à un argumentaire que tu as envie de partager, de challenger une idée, quand tu es en comex, justement, tu la prépares aussi pour t'assurer d'être prête et de savoir comment, la Ouais, partager? ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans le temps dans mon précédent manager, parce que j'avais la tendance à prendre, dans mon agenda tous les meetings qui arrivaient. Plus importants, moins importants, en fait, avec, encore une fois, cette syndrome de, «Oh, je dois te démontrer de» et lui m'avait dit: «Mais pourquoi tu fais ça, en fait? Dans la semaine, tu vas choisir les meetings les plus importants, tu vas demander toujours l'agenda» parce que tu sais, avec, le digital, magnifique, hein. Covid est passé par là, on a dû faire des Zooms, des Teams tout le temps, et cetera. Mais dans le passé, on faisait beaucoup moins de réunions. On travaillait beaucoup plus, je pense. Et après, est arrivé ce digital et bah, tu as des journées où tu as, je sais pas, de 9 heures du matin à 17 heures, 7, 8 calls. Et des fois, les gens te mettent dedans, tu as 20 personnes, pas une agenda. Eh ben, moi, ça, j'ai arrêté, par exemple. Ce qui me donne la possibilité de demander de quoi on va parler et de me préparer. Et ça, c'est bénéfique pour tout le monde. Pourquoi? Parce que si je viens dans un meeting avec toi, je viens préparer. Si tu as envoyé un document, tu as pu lire ce document-là. Et donc, je donne de l'attention à ton temps. Je te respecte beaucoup plus. Et si je veux te challenger, jamais pour le goût de challenger quelqu'un, mais si je veux, at least, je sais de quoi je parle. C'est hyper intéressant, il y a une notion de respect dont tu parles et il y a une notion aussi de ça te permet d'être sûr de savoir que tu peux apporter quelque chose en face. Heu, Ah, exactement. Différemment, ça sert à rien. Différemment, toi, tu perds ton temps et moi, je perds mon temps. Et être dans un call où je ne t'écoute pas, je lis mon téléphone ou je réponds à mes emails, ça, à quoi ça sert? Hyper intéressant. Du coup, ça me questionne sur, dans le comex avec tes collègues. Comment vous gérez justement cette notion de, j'ai mon ordi peut-être ouvert, je peux recevoir un email, j'ai mon téléphone. Est-ce que c'est ordi fermé, téléphone fermé, on est focus pendant X temps? Ah, Ou est-ce que quand je fais des meetings avec mes équipes, et alors, ce téléphone fermé, ça peut arriver une urgence et alors tu dois répondre à un message. mais Mais c'est encore une fois, occasionnel, c'est pas à chaque c'est fois? oca c'est occasionnel, ça doit être occasionnel et surtout avec mes équipes, ce que je fais, par exemple, c'est caméra on, à moins que tu me dises et ça peut arriver que tu es malade et cetera et donc tu n'obliges jamais personne à mettre la caméra. Mais c'est pour parce que déjà avec la caméra, on peut se regarder, Mmh, tu places l'intention. tu exactement et ce n'est jamais dans le en fait, c'est pas fait pour contrôler les autres, mais parce que si on décide d'avoir 30-45 minutes ensemble, on est ensemble. Il y a une notion de respect aussi, de passer un vrai moment ensemble. Exactement. Encore une fois, il y a des exceptions. Si quelqu'un a un problème, te message et tu dois partir l'école avec un problème. Mais on cherche en fait à être là et j'ai dû apprendre hein, parce que et maintenant avec encore une fois l'âge, je dis que hein, je ne suis pas multitasking. Je ne suis pas multitasking. J'ai cru pour des années que j'étais multitasking. Et en fait, je ne le suis plus. Et personne ne l'est, hein. En tant que en tant qu'experte, mentale, c'est faux, le Je, multitasking n'existe pas. je ne suis pas multitasking. Et j'ai besoin de me concentrer sur ce que je fais. Après, je peux faire une séquence d'activités. Mais si je fais cette activité, il faut que je fasse cette activité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai mis du temps à comprendre. Et ça me fatigue. Et à la fin de la journée, je suis beaucoup moins fatiguée. C'est ce que, en fait, je puis tester sur moi.
Exactement. Pour donner un peu la partie off de l'iceberg sur le multitasking, c'est qu'en fait, on n'est pas en multitasking. On fait pas du multitasking. Jamais, ça n'existe pas. Le cerveau ne sait pas faire de tâches en même temps, il est monotâche. Par contre, il switch très très vite. Et en fait, le temps de switch, la manière dont le cerveau va switcher d'une tâche à l'autre, prend beaucoup plus de fatigue et de reconcentration, etc. sur la deuxième tâche que si tu te focalises sur une tâche puis sur une autre. Donc, merci d'en parler. Je pense que c'est un point hyper important. Et je pense que c'est un outil aussi quand tu grandis dans l'entreprise parce que c'est aussi quelque chose qui s'apprend de s'assurer que tu t'arrives à dire non aussi à certaines choses parce que ça demande aussi un peu de leadership de dire non. Oui, et tu as raison, en fait, c'est lié aussi au niveau de seniorité. Bien sûr que c'est plus facile quand tu es plus senior de dire non que quand tu es plus junior et on va te mettre dans tous les calls et dans tous les appels. Et ça, c'est normal. Et je veux pas, en fait, que les gens se sentent coupables d'avoir des comportements qui sont, mais c'est vrai qu'ils sont différents, hein, parce que c'est jamais facile dire non. Mais plus tu grandis dans une organisation, n'importe laquelle, plus tu dois dire non, plus tu dois apprendre à dire non, à protéger tes zones, à te concentrer sur le task que tu dois délivrer. Et encore une fois, je pense que c'est bénéfique au niveau de la santé. Ouais, bien sûr. J'ajouterais un point, c'est que, tu pas obligé de dire non au début. Tu peux simplement questionner, ouvrir un peu et dire, «Est-ce que vraiment qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que cette réunion est intéressante pour moi? Est-ce que tu sais vraiment, ce que tu vas partager?» Pareil, comme tu l'as dit, ça me permet de me préparer. Est-ce que tu as une agenda? C'est quoi l'agenda de notre discussion? Exactement et ça, à tout niveau, je pense que tu peux apporter, ce Absolument, plus dans, absolument, absolument. parfait, merci. Qu'est-ce que tu penses qui aurait été différent si j'avais reçu un homme à ta place? Je sais pas. Peut-être même réponse, je sais pas. Je sais pas. On va terminer du coup, merci infiniment. On termine par les 2 dernières questions. Barbara, merci infiniment de tout ce que tu nous as partagé, de tous les conseils. Je pense qu'il y a une énormissime, valeur derrière tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup. Quel est le pire conseil qu'on ne t'ait jamais donné? Ne prends pas ce job. Et c'était quel job? J'étais account chez Mastercard et c'est vrai qu'on connaissait pas trop de cette activité et c'était un risque. Et j'ai pris ce risque-là et j'ai passé 7 ans fantastiques. Une croissance incroyable, de 0 à 50 personnes et c'était une start-up non, c'était incroyable. C'était un voyage incroyable. Voilà, ça c'était le pire conseil. Ne prends pas ce genre de job. Donc il faut s'écouter. Mais j'ai écouté que moi-même. Donc, il faut s'écouter, ça vous donne un conseil. Justement, ça m'amène à la deuxième question. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? Le meilleur conseil, fais confiance dans tes rêves. Fais confiance en toi. Magnifique, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, ouais. Magnifique, merci pour tous tes conseils, pour toute la valeur que tu nous as partagée, toutes tes stratégies. Je suis sûre que tu vas inspirer énormément de femmes et c'est déjà le cas, tu m'inspires énormément. Je te remercie encore infiniment d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui pour ce podcast, Barbara, et on se retrouve très bientôt. Merci à toi. Pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci encore Barbara. Merci, ciao. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Désormais, à ton tour, quel est l'enseignement que tu en tires? Avec quoi repars-tu de cet épisode? Prends le temps de te questionner et d'incarner ce que tu as appris, de tester certaines choses et de te challenger au quotidien. Partage également tes réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BeyondTheWall. Tu peux également me taguer directement. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast avec des personnes de ton entourage que ça pourrait challenger, impacter. Et bien évidemment, écris-moi tes propositions de suggestions d'invités. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes qui transforment le monde professionnel pour les futures générations de leaders. Alors à très bientôt pour le prochain épisode.